Donc nous parlons d'une zone de libre-échange au niveau continental, sur le continent africain, mais sommes-nous prêts à adopter une stratégie unitaire en ce qui concerne le commerce régional et international? Nous allons le savoir. Nous sommes aujourd'hui avec trois experts. Professeur Martin Dende, expert économiste de la CEA. Nous sommes aussi avec professeur Chantal Thomas et aussi avec monsieur Stéphane Akaya, qui est conseiller du Premier ministre togolais. À tout de suite. L'échange continental est un projet qui constitue à créer un vrai marché entre les États africains. Un marché qui puisse aller au-delà des communautés régionales, qui sont déjà des marchés intéressants. Donc l'idée, c'est de décloisonner les différentes communautés pour faire de l'Afrique un grand marché comme l'Union européenne a pu le faire. Alors maintenant, il y a des blocages de divers ordres. Ce projet veut harmoniser déjà l'accès au marché. Il va être bloqué par l'obstacle qui vient des réglementations mondiales, celle de l'OMC par exemple. Parce que les États africains peuvent convenir entre eux un certain nombre de libertés qui peuvent aller à l'encontre des exigences de l'OMC. Donc l'idée, n'est-ce pas, c'est d'essayer de résoudre déjà ces premiers obstacles-là, n'est-ce pas, voir l'adéquation entre la zone de libre-échange que nous voulons créer et les niveaux de liberté que l'on nous accorde au niveau de l'OMC. Oui, c'est fondamental parce que les États africains, ce sont économiquement des États qui ne représentent pas beaucoup sur la scène internationale en termes de poids économique. Si vous mettez sur une balance, n'est-ce pas, le Burkina Faso ou le Lesotho ou je ne sais pas quel autre pays, n'est-ce pas, face aux États-Unis ou à l'Allemagne, etc., effectivement, ça pose problème. Mais unis, comme le disait Nkrumah, et nous sommes au Ghana, unis nous devenons une force. Donc lors des négociations multilatérales, il importe que les États africains puissent se concerter pour ne pas aller en rang dispersé. Et une fois qu'ils se sont concertés, leur poids économique devient considérable. Et on a vu, n'est-ce pas, des instances où l'Afrique a pu faire modifier les limites, n'est-ce pas, des négociations. Je pense que la jeunesse africaine devrait se connecter beaucoup plus avec le continent. Je pense qu'ils devraient réfléchir à faire des projets d'investissement, de faire des projets de développement avec les personnes qu'ils ont laissées sur le continent. De penser aux personnes qui n'ont pas les moyens, de penser aux femmes, de trouver des programmes pour pouvoir participer au développement de leurs économies, des pays d'origine. Il ne faut pas qu'ils attendent toujours tout de l'État, mais de venir ou de trouver des partenaires locaux pour travailler ensemble pour améliorer le continent et arrêter d'attendre que les autres font le travail. Il ne faut pas juste critiquer, il faut vraiment travailler pour que nous réussissons tous. Professeur Chantal Thomas, merci d'être avec nous. On parle de cette zone de libre-échange. J'aimerais que vous nous disiez un peu qu'est-ce que ça comporte comme opportunité et quels sont les obstacles que les pays africains devront surmonter pour faire de cette zone de libre-échange une réalité. C'était vraiment un grand honneur de participer ici dans cet atelier où le but est d'essayer d'augmenter la capacité des pays africains pour mieux défendre leurs intérêts dans les domaines économiques et sur la question des accords commerciaux. C'est vraiment une question de quelles sont les difficultés auxquelles font face les gouvernements africains sur ces points. Alors, dans
opportunités pour la croissance économique et pour le développement durable. Quelles sont les principales caractéristiques de cette zone de libre-échange continentale? Bon, la ZLEC, elle a quelques caractéristiques. Le point principal, c'est d'intégrer les pays africains. Mais comment? Ça c'est la question. Et le moyen, ça va être que toutes les communautés régionales ils vont continuer à s'intégrer et puis la ZLEC va bâtir ou va augmenter sur ces communautés. On va essayer de faire d'abord succès avec les communautés qui existent maintenant et puis après ça, on va arriver à la ZLEC continentale. Vous parlez des communautés économiques régionales et bien sûr, professeur Ndende, vous travaillez avec la CEA et vous travaillez souvent avec ces communautés économiques régionales. Est-ce que cette ZLEC ne va pas être une duplication de ce que font déjà ces communautés économiques régionales et quel est finalement l'avantage d'avoir une autre zone encore une fois? Merci beaucoup. Juste une précision, je ne suis pas économiste, je suis juriste. Mais c'est juste une complémentarité du tout. Je suis juriste à la CEA. Alors votre question est très pertinente. Est-ce qu'on ne va pas trop vite à vouloir construire déjà un espace continental alors que les espaces sous-régionaux sont seulement en voie de développement? Oui, on peut le penser. Mais je pense qu'il faut percevoir cette dynamique de manière stratégique. Rappelez-vous, la construction de l'intégration en Afrique a commencé par les toutes petites régions et avec l'OUA de l'époque. L'OUA, après l'OUA, on est passé à l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation politique, mais on ne peut pas faire cette organisation si les hommes, les biens et les services ne circulent pas. Donc cette zone de libre-échange continentale est un pas de plus vers l'intégration au niveau continental. Ça fait partie de la logique même des pères bâtisseurs. Et on est au Ghana. Il faut que l'Afrique se construise en tant qu'entité parce que séparément on est trop faible. Donc les États et les chefs d'État sont pressés de voir cette entité africaine se construire et avec une vraie circulation des hommes et des biens. Alors c'est vrai ce que vous dites, que les institutions sous-régionales ne sont pas encore au maximum de leur dynamisme. Si ici en Afrique de l'Ouest les gens circulent bien, et en Afrique de l'Est également, voire en Afrique australe, en Afrique centrale ce n'est pas le cas. C'est seulement ces jours derniers que l'on a vraiment permis la libre circulation avec, n'est-ce pas, la suppression du visa. Donc vous voyez que ce que vous dites est très pertinent. Les démarches sont inégalitaires et donc il n'y a pas une harmonie vers l'avancée dans la construction continentale. Mais il faudrait mieux avancer, même si c'est à des pas différents, que de ne pas avancer. Je pense qu'on reviendra bien sûr sur un peu les modalités, mais j'aimerais vous demander de votre point de vue, au niveau national, on parle du niveau continental, est-ce qu'au niveau national il y a réellement un besoin finalement d'avoir une autre zone qui serait soi-disant continentale? Est-ce que vous y voyez un avantage? Oui, bien sûr, nous voyons un avantage très pertinent d'aller vers une zone de libre-échange continentale parce qu'on parle de quoi? On parle de One Africa, One Market. Parce que l'idée c'est que pour avoir un marché, il faut avoir des produits. Et aujourd'hui, l'insertion de l'Afrique au sein du commerce international, c'est sur les matières premières. Et nous avons un fort besoin de répondre à la demande des populations africaines. Et aujourd'hui, cette demande finalement trouve des réponses seulement à travers les pays qui ne sont pas africains. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de construire cette zone unique qui finalement incite les pays à produire plus vite, à investir dans l'industrie, de sorte à ce que ces industries puissent produire des biens et services
qui répondent aux besoins des Africains. Mais est-ce qu'on a les capacités de développer ces industries? Parce que c'est bien sûr la question du financement aussi. Est-ce qu'on a la capacité financière de construire cet appareil industriel que tout le monde appelle de ses voeux? Les capacités viennent avec les opportunités. Parce qu'en créant la zone, les opportunités vont être générées. Et c'est à partir des opportunités que vous levez des fonds. Mais tant que vous ne créez pas ce genre d'opportunités au niveau d'un marché commun, vous allez toujours avoir une insertion primaire au sein du commerce international et finalement, vous allez vous retrouver toujours en train d'exporter vos matières premières vers l'extérieur. Revenons sur les matières premières, parce que je sais que vous êtes un expert justement sur les questions du secteur extractif particulièrement. L'Afrique s'est développée principalement grâce à l'export de matières premières non transformées. Quel sera le rôle de ces matières premières dans le cadre de cette nouvelle Afrique, entre guillemets, qui est plus unie et qui commerce entre elles? Permettez-moi d'abord d'appuyer ce qu'il vient de dire. Il est effectivement possible de développer un marché intra-africain en termes de circulation des produits, ne serait-ce que des produits agricoles et agro-industriels. Prenez le sucre. Un pays comme l'île Maurice, qui produit du sucre, est capable de produire suffisamment pour arroser toute l'Afrique de l'Est. Ça, je peux vous le dire. Hein? Vous prenez un pays comme l'Éthiopie ou un pays comme le Tchad pour la production en viande, n'est-ce pas, viande de toutes sortes, bovine ou autre. On a des gros producteurs de viande. Vous prenez ce genre de choses, ce genre de produits, on peut parfaitement circuler aujourd'hui d'une région à une autre. Or, ce que fait l'Afrique, c'est de vendre de manière un peu monolithique vers l'Europe ou vers les partenaires extérieurs. Si bien que nous-mêmes, on finit parfois par aller exporter, enfin importer vers ces pays. Prenez le café, on est au Ghana. Nos pays voisins achètent le café en boîte en Italie, alors que le Ghana, le Cameroun sont des gros producteurs de café. Pourquoi aller acheter du café en boîte en Europe alors qu'on est de gros producteurs du café ou de thé? Donc voilà les choses aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question peut-être au niveau des infrastructures? On a parlé des infrastructures, on reviendra sur la question des matières premières. Mais on a parlé des infrastructures et du problème des routes, par exemple. Et quelquefois, il est moins cher d'acheter ces produits de loin, quelquefois même jusqu'à la Chine, plutôt que de les importer à partir de nos pays proches. Est-ce que ce problème-là ne doit pas être réglé avant qu'on puisse parler d'une zone... Vous avez 1000 fois raison, madame. C'est ça. Il faut investir rapidement dans les infrastructures. Très rapidement. Parce qu'on ne pourra pas faire ce marché continental s'il n'y a pas les infrastructures. Et par infrastructure, il faut entendre effectivement les routes, mais aussi les ports. Il y a un commerce... par cabotage côtier qu'on peut développer, n'est-ce pas? C'est-à-dire les ports voisins, on peut partir de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud en allant de port à port et pouvoir desservir les pays de l'Interland par la suite. Donc il faut des ports, il faut des aéroports, il faut des routes. Et là, vous avez touché le cœur du problème. On reviendra sur l'investissement parce que bien sûr, c'est un peu là où le bas blesse en ce qui concerne le développement. Mais les matières premières, on parle d'investissement et quand même, elles génèrent des ressources et des devises non négligeables. Est-ce qu'il y a... Quelle sera leur position finalement? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet export des matières premières? Allons-nous moins exporter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, clairement? Vous voulez parler des matières premières extractives au sens large? Oui. Oui. Et nos pays sont des exportateurs de matières premières. C'est là le cœur de notre activité économique. Un pays comme le Gabon ou la Guinée équatoriale dépendent de 60% dans leur budget de l'exportation du pétrole. Vous voyez, donc ça peut aller très loin. C'est pour ça que la chute des prix aujourd'hui pénalise ces pays. Allons-nous loin, devons-nous aller loin? Oui, nous devons continuer à exporter les matières premières, mais pas n'importe comment. Des matières premières travaillées. C'est-à-dire que l'Afrique continue après 50 ans à exporter des matières premières à l'état brut, sans transformation, nos économies n'avanceront pas. C'est pour ça que l'Union africaine et la CEA parlent de transformation structurelle des économies africaines. La transformation structurelle signifie que nous allons développer un ensemble de chaînes
de mini-industrie pour permettre la transformation de nos différents produits, qu'il s'agisse de produits du secteur extractif ou même des produits de l'agriculture, n'est-ce pas, et pour que ces économies puissent se développer et que ça puisse créer des emplois. Donc là, effectivement, nous avons besoin de changer de paradigme totalement. Si nous continuons à avoir des économies de rente en termes d'exportation de matières premières à l'état brut, il n'y aura pas de changement véritable de nos économies, il n'y aura pas de décollage d'économie et d'industrialisation. Parce que nous devons arriver à une industrialisation du continent et on n'y est pas encore. Revenons sur les négociations commerciales. Nos pays ont eu cette mauvaise habitude, disons, de négocier des contrats qui sont en défaveur du continent. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, en termes de capacité, en termes de peut-être d'opportunités ou de capital, pour pouvoir négocier des contrats qui sont plus intéressants pour, bien sûr, nos matières premières, qui créent de l'emploi et qui permettront un peu de sortir de ce cercle vicieux? Oui, je vais revenir à cette question de la transformation structurelle et à la question d'infrastructure, parce que un point qu'on a souligné dans notre partie de l'atelier, c'est l'importance de faire lien entre les questions commerciaux et les questions des accords commerciaux et les grandes questions de développement. Alors il faut être un moyen, une façon de faire cette chose où il y a une connexion entre les stratégies de développement et les stratégies commerciales. Quand on est sur le point de négocier, surtout, c'est très important de faire la préparation. On a souligné ça beaucoup parce que c'est avec la préparation, on peut savoir c'est quoi d'abord la vision de développement et dans quelle façon les accords commerciaux vont faire partie de cette vision et aussi partie de ça est de faire les consultations domestiques pour mieux savoir c'est quoi les intérêts vraiment, c'est les vrais intérêts des secteurs privés et publics dans les nations. Je pense que c'est important surtout d'amener cette question de négociation, surtout si on veut créer cette voie commune au niveau du continent africain. Parce que le problème, on a eu des pays qui ont eu davantage de capacité peut-être dans les négociations, plus ou moins, et d'autres pays qui ont eu des expériences un peu moins avantageuses. Quelle est l'expérience au niveau du Togo, surtout en ce qui concerne les contrats d'investissement? Bien sûr, on a besoin des investisseurs, mais quelquefois, ces investisseurs viennent comme étant des messies et qui veulent faire la loi devant le gouvernement. Alors, quelles sont les pratiques? Oui, vous avez bien raison. C'est-à-dire que quand nos pays sont positionnés sur des économies rentières, c'est-à-dire que nous voulons simplement, si la plupart de nos ressources proviennent essentiellement des matières premières, nous n'avons pas le choix que de signer avec les investisseurs. Et c'est pour ça que ce projet de construire une zone unique nous tient beaucoup à cœur au Togo. C'est-à-dire que finalement nous proposons aux gouvernants plusieurs solutions. La question de la diversification économique. C'est-à-dire quand vous avez plus de choix en face d'un investisseur, vous avez plus de poids pour négocier. Et je pense que c'est là la voie d'or, la porte de sortie pour l'Afrique. Et pour revenir à la question des capitaux, surtout pour nous concevons qu'il n'y a pas de problème de capitaux en fait. Quand vous lisez beaucoup de rapports en Afrique, il est prouvé qu'il n'y a pas de besoin de capitaux forcément, mais c'est que les capitaux existants sont disparates. Exactement. Quand vous avez regardé les industries qui sont développées dans les pays, c'est que ces industries généralement demandent beaucoup de capitaux, mais moins de main-d'œuvre. Donc du coup, vous investissez énormément dans des études extractives qui finalement ne génèrent pas de ressources. Alors que si vous arrivez à diversifier les économies et avoir des entreprises qui demandent moins de capitaux, vous allez créer plus d'emplois à la sortie et vous allez finalement générer plus de richesses
Ce qui fait que la prospérité sera partagée. Revenons sur cette question de capitaux, parce que je pense qu'en général, on a l'habitude de dire que, l'Afrique n'a pas suffisamment de ressources, que deux, elle n'a pas suffisamment de capacités, etc. Et vous dites quelque chose qui est plus ou moins le contraire. Maintenant, est-ce qu'on est capable réellement d'avoir accès à ces capitaux? Parce qu'un certain nombre de ces industries sont déjà construites au niveau des gouvernements. Est-ce que les gouvernements, est-ce que c'est dans leur intérêt de réorienter, disons, certains de ces capitaux? Non, c'est vraiment une question de vision. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les infrastructures les mieux bâties dans les pays, c'est les infrastructures qui sont destinées à l'exportation des produits, des matières premières. Quand vous prenez le café, la route du café, du cacao, du coton en Afrique de l'Ouest, vous avez forcément les infrastructures qui vous permettent d'aller sur le bateau et de faire transporter le phosphate, le café directement en Europe ou aux États-Unis ou partout où vous voulez. Mais si on dit, si la vision finalement est de réorienter ces infrastructures vers le Bénin, vers le Ghana, vers, je sais pas, la Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir réorienter un certain nombre d'investissements dans ce secteur. Donc c'est vraiment une question stratégique, ce n'est pas forcément une question de ressources financières, mais c'est vraiment une question de vision et aussi de partager cette vision au niveau africain. Parce qu'un pays à lui tout seul ne peut pas décider de le faire tant que les autres pays ne l'accompagnent pas. Nous n'avons pas une vision commune pour construire ces infrastructures, ça reste quand même assez difficile. Mais quels sont qu'est-ce qui pourrait catalyser justement cette envie? C'est la sensibilisation, c'est la formation. La mission de la CEA est une preuve palpable de ce que nous sommes en train de rechercher. C'est-à-dire c'est de construire une vision commune autour des responsables que nous sommes, autour des acteurs de développement que nous sommes, autour de la prise de conscience des acteurs qui pilotent le développement de l'Afrique, de sorte à ce que nous puissions bâtir des plans de stratégie qui finalement répondent à cette vision-là. Donc, voilà. Revenons sur cette question des financements et surtout en ce qui concerne les financements illégaux. On sait qu'il y a une hausse des financements illégaux qui transitent par nos pays. Donc en réalité, il y a de l'argent autour. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, surtout en ce qui concerne ces financements-là et comment peut-être les réorienter vers des projets de développement? Il y a déjà des financements parfaitement légaux qui sont mal orientés. Hein. Je crois que c'est ce que mon collègue a voulu dire tout à l'heure. Dites-moi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans nos États? Moi, je suis un amoureux du football. Hein. Donc, on ne dira pas du mal du football devant moi. Mais en toute objectivité, construire un grand stade de football de 50 000 places ou de construire, je ne sais pas moi, une gare, une plateforme logistique. Ça pourrait être intéressant pour le tourisme. Le football. Oui, mais combien de touristes viendront chaque dimanche voir le match? Moi, j'irai, je suis footballeur et je suis amoureux. Mais voilà, nous investissons souvent très lourdement dans des secteurs comme ceux-là, à coût de milliards pour construire 4 stades dans un pays qui n'aurait besoin que d'un ou deux. Et voilà, donc il y a déjà, vous avez raison de l'évoquer, un problème d'orientation de nos investissements vers des investissements productifs. Le stade va produire, c'est incontestable, mais ce n'est pas la même capacité de production que si c'était une usine qui va embaucher des gens ou un investissement routier ou aéroportuaire ou portuaire. Donc il y a déjà ce problème de la réorientation des investissements tout à fait légaux. Bon, maintenant vous évoquez les investissements illégaux ou illicites, oui, là c'est plutôt dans le mauvais sens, c'est-à-dire que il y a énormément d'argent qui devrait rentrer dans les finances publiques de nos États qui partent. Et c'est pour ça qu'on parle de flux financiers illicites. Il y a énormément d'argent, à commencer par le secteur extractif. Et au moins 60% des flux financiers illicites partent du secteur extractif. C'est-à-dire que nos États déjà perçoivent peu, négocient mal, perçoivent peu et perdent encore ce qu'ils auraient pu gagner en flux financiers illicites. Exactement. On parle d'une cinquantaine de milliards, n'est-ce pas, chaque année, de dollars. Voilà. Est-ce que si on reconcentre nos activités sur le continent, et peut-être vous pouvez nous éclairer là-dessus, si on reconcentre les activités sur le continent, est-ce que ça permettra de diminuer un peu cet attrait, quelquefois malsain, qu'on a de peut-être des acteurs qui ne sont pas nécessairement dans la légalité, en dehors du continent? Est-ce que si on se reconcentre sur les pays voisins, on a la possibilité d'éviter certaines de ces dérives? Oui, je crois que oui, parce que les activités illégales,
vient souvent quand il n'y a pas assez des activités légales. Quand on fait plus grand, on agrandit l'économique légitime ou légal, ça va vraiment, je crois, améliorer ces autres choses. Parlons aussi du secteur formel et informel de l'économie. On a un certain nombre, bien sûr, la majorité de nos pays ont un secteur informel qui est plus développé quelquefois et rapporte quelquefois plus que les secteurs formels. Est-ce qu'on a capacité dans cette zone de libre-échange, est-ce qu'il y a vraiment des dispositions pour s'assurer que soit on tire mieux parti du secteur informel ou qu'on puisse formaliser au moins une partie principale? Peut-être vous pourriez... Sur la question du secteur informel, vous l'avez bien dit, c'est l'épine dorsale de nos économies. 80% de nos économies tournent dans l'informel. C'est pour ça que la question de la vision de la stratégie est très importante. Je donne un exemple simple. Si vous prenez une femme commerçante qui travaille à Lomé, sa frontière ou bien son territoire, si elle a des marchés à Accra, son territoire c'est entre Lomé et Accra. Ce n'est pas forcément entre Lomé et Saint-Cassé. D'où l'intérêt de créer des zones communautaires qui renforcent les capacités de ces acteurs à aller plus loin dans leur exercice. C'est juste pour dire, nous devons accompagner le secteur informel, mais pas le nourrir. C'est-à-dire que nous devons créer plus de produits dans l'économie qui permet à ces gens qui finalement restent le cœur de nos économies, parce que c'est la croissance de tous les pays. Quand vous prenez la Chine, quand vous prenez les États-Unis, la force de ces économies, c'est les PME-PMI. C'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Et aujourd'hui, ce cœur-là, qui est finalement le secteur informel, nous devons travailler là-dessus. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Parce que bien sûr, les petites et moyennes entreprises sont très nombreuses. Elles sont quelquefois plus de 90%. 90% du secteur privé, du soi-disant secteur privé. Et souvent dans les textes, on parle souvent des grandes entreprises, des grandes industries, mais on ne parle pas nécessairement de ces acteurs qui vont être les plus intéressés peut-être. Bien sûr. D'où l'intérêt de sensibiliser. C'est-à-dire, nous devons sortir de l'extraversion réelle de nos économies. C'est-à-dire que quoi? Nous avons toujours produit ce que nous ne consommons pas et nous avons consommé ce que nous ne produisons pas. Et aujourd'hui, c'est le secteur informel qui produit tant soit peu, pas avec beaucoup de qualité, pas avec les emballages les plus requis, ce que nous consommons vraiment. Okay? Vous prenez, je ne sais pas, des biscuits, vous avez une dame quelque part qui fait quelque chose. Mais vu que, je ne sais pas, Belle France fait de très bons biscuits, vous préférez acheter en France. Mais si nous réinvestissons dans les petites entreprises, dans le secteur informel, après 5 ans, vous allez avoir des produits qui répondent à ces normes. Et maintenant, la question, et c'est une question, je pense, au niveau de nos pays africains. On a, par exemple, parlé du seconde main, des vêtements de seconde main. On a parlé de différentes questions. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord arrêter l'importation de ces produits finis qui sont peut-être de meilleure qualité quelquefois que nos produits locaux, ou d'abord développer notre industrie locale? Monsieur professeur Ndende. Non, ce qui est certain, c'est qu'on peut travailler sur les deux terrains. Si l'on a besoin d'importer un peu de textile parce qu'on n'en fabrique pas, on va le faire. Et ceci ne doit pas nous pousser justement à accélérer le processus de création d'un secteur industriel local dans le domaine du textile par exemple. Donc on peut moduler les choses. Ça ne sert à rien de casser complètement alors qu'on n'a rien à proposer à la place. Ça n'entraîne que la contrebande et les fraudes. Voilà, il faut créer une industrie locale et tout en commençant à diminuer ce qui est importé ou qui... Voilà, donc c'est comme une voiture, quand on conduit, on a deux pédales. Exactement. On sait comment les utiliser. Donc, on a parlé des questions d'investissement et d'investissement extérieur. On parle bien sûr des produits qui viennent de l'extérieur, mais même au niveau des investisseurs, finalement, il y a bien sûr des investisseurs qui permettent au pays de se développer. Quels sont peut-être ces secteurs-là ou ces acteurs qui sont à l'extérieur du continent qui devraient quand même être finalement maintenus parce qu'ils permettent au continent de se développer? Oui, je suis d'accord, la question financière est très importante et on a parlé sur ce point.
dans l'atelier aussi, parce que on peut avoir les objectifs de produire, mais si on n'a pas le financement, ça va être très difficile. Et la question est comment raffiner les produits, alors de faire le chocolat, pas juste de cacao ou quelque chose comme ça. Et si la plupart des entreprises sont petites et moyennes, alors une grande source de difficulté, c'est que c'est très difficile à faire accès au financement parce que les sources financières très souvent ils cherchent les très grandes entreprises. Alors ce qui est très très important est de faire mieux, d'améliorer les sources financières. Et ça, c'est une question vraiment difficile parce que il y a quelques acteurs à l'extérieur qui sont très bons et qui à faire des bons effets. Comme lesquels, par exemple? Mais ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais de temps en temps, je crois que l'Union européenne a, quelques fonds qui sont assez bien. Au contraire, la Banque mondiale, de temps en temps, c'est un peu plus difficile, mais ça dépend vraiment. Mais je crois que ce qui est plus important est d'essayer d'arriver à peut-être une banque africaine qui est vraiment une banque africaine, mais la banque AFDB, la BAD. Elle est très bien, elle a fait des choses très, très bonnes, mais finalement, elle a lié avec la Banque mondiale, alors les objectifs sont changés. Oui, plus proches à celui-là. Alors maintenant, je crois que à côté de la ZELEC, c'est vraiment peut-être c'est temps de voir si on peut créer une banque vraiment continentale. Je pense que vous pouvez nous aider là-dessus. On a parlé des sources de financement, on parle des sources de financement locales, africaines, disons. Quelles sont les réelles opportunités? Parce que c'est bien de le vouloir, mais est-ce qu'on a des réelles opportunités qui peuvent être, dont on peut tirer parti maintenant tout de suite? Ben écoutez, l'Afrique commence à mobiliser une épargne de plus en plus visible. Regardez tout simplement le nombre de pays qui, pour construire un aéroport, un port, font des appels publics à l'épargne avec des émissions obligataires, n'est-ce pas? Ça se généralise de plus en plus. Ça veut dire que l'Afrique commence à avoir des moyens de financement de plus en plus autonomes. On ne dit pas qu'on n'aura pas besoin de financement extérieur, au contraire, on en a toujours besoin. Plus les investissements sont colossaux, plus on a besoin de faire appel à des investisseurs étrangers, n'est-ce pas? Mais les capacités de mobilisation de l'épargne locale sont de plus en plus importantes et ça fait partie des préoccupations de la CEA, de voir comment l'Afrique peut développer cet aspect des choses. Vous comptez le nombre de personnes qui gardent encore l'argent sous le matelas dans nos villages? C'est incontable. C'est incontable, hein? C'est incontable, il y en a beaucoup. Ouais, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a énormément d'argent qui vient de la diaspora, dans tous les pays. Exactement. Énormément d'argent. Il se paraît même que aujourd'hui, les possibilités de financement par des transferts venant de la diaspora commencent à concurrencer, n'est-ce pas, l'aide publique au développement qui nous vient de certains. Voilà. Et parfois supérieure, n'est-ce pas, ça dépend des coûts. Donc effectivement, voilà un canal que nous pouvons développer. Rappelez-vous, madame, j'ai eu la chance de faire une mission avec vous aux Comores, n'est-ce pas? Vous vous rappelez le problème du financement du tourisme aux Comores, n'est-ce pas? Et on cherche le financement locaux qui ne viennent pas et on se rend compte que les Comoriens viennent tout le temps en vacances chez eux et dépensent l'argent. Donc aujourd'hui, l'une des solutions pour développer le tourisme aux Comores, c'est de mobiliser simplement les financements de la diaspora. Et on voit de plus en plus de structures sortir de terre. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est un appel que je voulais lancer. Il ne faut pas continuer à prendre les gens de la diaspora pour des étrangers.
Ça, c'est vraiment un combat que nous devons mener en Afrique. Le roi Hassan II avait un jour dit que vous pouvez donner toutes les nationalités que vous voulez aux Marocains dans le monde, ils sont et resteront Marocains. Je crois que cette idéologie-là doit inspirer tous les États africains. Ce n'est pas parce qu'un enfant du pays est allé vivre 15 ans à l'étranger qu'il devient étranger. Il faut qu'on lui donne la capacité d'accéder aux crédits locaux, qu'on lui donne la capacité d'acheter un terrain. Il ne faut pas qu'il accède à ces choses comme si c'était un étranger. Et quand il sait qu'il peut rentrer chez lui sans demander un visa, nombreux sont les enfants d'Afrique qui, pour rentrer chez eux, demandent encore un visa. Quand ils ont toutes ces facilités, ils peuvent investir et on sera surpris par les capacités d'investissement de la diaspora. Donc ça, c'est une autre source que vous connaissez bien, sur laquelle on a évoqué. Demandons monsieur Akaya peut-être, la diaspora togolaise. Comment est-ce que vous faites pour l'intéresser finalement aux affaires du Togo? Oui, notre politique a été axée vraiment sur la mobilisation des ressources de la diaspora. Je tiens à rappeler que la diaspora togolaise envoie plus de 350 millions de dollars chaque année dans notre pays. Donc, alors que la plupart de ces ressources sont dirigées vers les besoins de base des familles, alors qu'on pourrait plus les orienter vers les investissements. Donc, un certain nombre d'actions ont été entreprises. En l'occurrence, un programme diaspora qui a été développé au niveau de la primature, qui aujourd'hui se trouve au niveau des ministères des Affaires étrangères. Et là, nous sommes en train de tendre vers la mise en place d'un fonds des investissements des Togolais de l'extérieur, qui finalement constitue une cagnotte de placement dans les projets d'investissement du pays. Est-ce que les membres de la diaspora, sont au courant et deuxièmement, répondent à l'appel du gouvernement? Après, les diasporas, le profil est très particulier. Chez nous, on a quand même une histoire assez particulière sur la diaspora. Nous avons plusieurs catégories de personnes qui sont parties. D'autres qui sont partis pour des crises politiques, d'autres qui sont partis pour des intérêts économiques. Et la génération des personnes qui sont parties pour les besoins économiques n'ont pas encore la capacité nécessaire d'investir au pays parce qu'ils sont partis pour des raisons d'école, des raisons économiques et tout ça. Donc nous sommes en train de préparer le terrain du fait qu'aujourd'hui, l'État s'est lancé vraiment dans la reconstruction des infrastructures, de viabiliser les secteurs, de créer les opportunités. Parce que quand vous avez les opportunités, vous n'avez plus besoin de faire de la publicité. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand vous arrivez à faire de votre pays une havre de compétitivité, vous arrivez à clarifier les règles qui sont normales pour tous. Je vais revenir sur la question de la fiscalité justement. Aujourd'hui, une opération qu'on a faite au niveau du Togo, c'est de fusionner le régime des douanes et des impôts pour rendre transparent les règles fiscales. C'est-à-dire que vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez savoir exactement combien on peut dédouaner un conteneur de poulet, un conteneur d'habits, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la question de la transparence et nous travaillons beaucoup sur ces aspects et nous avons vu même que nos recettes fiscales ont boosté de plus de 20% depuis 2014. Donc ça fait que nous avons plus de capacité pour opérer des dépenses publiques et faire en sorte que ces opportunités soient plus probables pour les membres de la diaspora. Revenons sur la question fiscale et particulièrement dans le cadre de la ZLEC. Bien sûr, une zone de libre-échange, ça veut dire aussi moins de revenus fiscaux dans certains cas pour les pays. Comment est-ce qu'on rend au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant et qui pourrait intéresser finalement les pays africains à faire partie de cette zone de libre-échange? Oui, c'est une très bonne question et normalement la logique est que oui, ça veut dire que les tarifs sont baissés et puis on a moins d'argent dans ce sens-là, mais c'est une très bonne façon de faire agrandir l'économie. Alors, avec la croissance économique, le bien-être du pays va continuer à augmenter. Alors, c'est ça c'est la question. Et aussi, la théorie économique dit que c'est mieux d'avoir les revenus dans les poches des entreprises que la poche du gouvernement. Mais alors, c'est une controversie parce que aussi le gouvernement il
faut des fonds pour faire les grands projets développementaux. Alors, c'est pas possible d'avoir les petites entreprises qui peuvent construire des ponts et des usines et des choses comme ça. Alors, enfin, je crois que c'est vraiment une question de faire une balance entre ces deux objectifs. Et ça aussi, on a discuté beaucoup dans notre atelier. Alors, on ne dit pas que la théorie classique de l'économie, du commerce, a toujours raison. C'est pas toujours une question de faire la libéralisation sans autre chose, mais à la base, c'est une question de faire une balance entre la libéralisation et ces autres objectifs, comme ça de trouver ce moyen de développement durable. Professeur Ndende, je suis sûre que vous voulez nous aider un peu. Madame, permettez-moi de taquiner le conseil premier ministre du Togo. Oui. N'est-ce pas? Je vais le taquiner, mais il connaît très bien le dossier. Et je trouve que nos États, parlant de la diaspora, nous perdons trop de temps avec les diasporas problématiques. Je ne dis pas qu'il faut s'en désintéresser, mais ce qui intéresse nos ambassades, c'est de contrôler les opposants. C'est de voir les exilés économiques. Oui, il faut s'en intéresser parce que ce sont nos ressortissants. Mais cette diaspora-là est presque improductive. On ne sait jamais combien de professeurs on a à l'étranger. On ne sait jamais combien de médecins on a à l'étranger. On ne sait jamais combien d'ingénieurs on a à l'étranger. On ne sait jamais combien d'étudiants qui vont soutenir bientôt et qui devraient rentrer au pays on a à l'étranger. C'est ça la niche. On ne s'en intéresse pas ou presque pas. Et beaucoup n'ont même pas de bourse et arrivent à finir souvent leurs études dans des conditions difficiles. Voilà là où doit aller l'investissement de nos ambassades. Pour voir comment on peut tirer profit de cette grosse niche-là, car c'est elle qui va investir demain. Vous comprenez? Si on passe le temps à regarder qui allait manifester, c'est une perte de temps. Ces gens-là vont toujours parler. Laissons parler les gens. Vous voyez, c'est une chanson. Oui. Laissons parler les gens. Bon, il y en a qui ont des critiques valables, mais beaucoup sont des agitateurs. Aujourd'hui, nos États doivent se concentrer sur les choses constructives. Donc c'est pour ça que je plaide une fois de plus pour vraiment centrer nos énergies sur la diaspora productive, celle qui a envie de rentrer au pays, celle qui a envie de construire des maisons, celle qui a envie de construire des hôtels. Cette diaspora-là, elle sera toujours à notre disposition. Et puis, elle servira d'exemple aussi à ceux qui ont encore autre chose à dire. Absolument. Alors, les politiques fiscales. Oui. Pour permettre un peu de récupérer cette manne. J'ai perçu votre inquiétude tout à l'heure. Vous disiez, si on ouvre toutes les frontières dans le cadre d'un marché unique, un marché continental, il n'y aura plus des rentrées fiscales sous-entendues sur le plan douanier. Ça, c'est vrai. Mais la fiscalité est à géométrie variable. Vous pouvez perdre au niveau de la douane et récupérer au niveau de la fiscalité des investissements. Vous pouvez perdre au niveau de la douane et récupérer au niveau de la fiscalité des sociétés et des entreprises. La fiscalité, n'est-ce pas, c'est comme le jeu des dames. On peut perdre sur la partie gauche et gagner sur la partie droite. Mais vraiment, il est important de construire ce grand marché parce que la libre circulation des hommes, des biens et des services ne peut être que favorable à l'Afrique. Comme je le disais tout à l'heure, nous regardons à l'extérieur, nous tournons le dos à nos voisins et nous ne pouvons pas nous développer si nous continuons à le faire. C'est en nous regardant, en nous complétant, en voyant nos synergies, nos capacités des échanges que nous pouvons véritablement nous développer. Revenons sur la question du décloisonnage. On a sur le continent, on a les pays les moins avancés, on a des pays enclavés, on a les pays qui ont des économies peut-être vulnérables. Les économies petites et vulnérables. On a les îles. Est-ce que ça va être facile pour chacun de ces différentes catégories de pays de se développer à un même rythme? Peut-être, professeur Thomas, vous pouvez nous aider. Est-ce qu'il y a des prévisions particulières par catégorie de pays? Oui, c'est une question sur laquelle je crois qu'il y a beaucoup de
débat maintenant dans le cadre des négociations de la ZLEC, exactement sur ce point, parce qu'il y a des différents points de vue en fait. Ce qui est le mieux, est-ce que c'est mieux d'intégrer et puis ne pas avoir ces différents niveaux? Mais aussi, les pays en développement ont essayé depuis quelques ans, quelques décennies, d'essayer de faire établir dans le cadre de l'OMC ce principe de traitement spatial et différentiel. Alors, ça va être une question très précisément négociée, je crois. Si il y aura juste un seul niveau d'intégration où si les plus petits pays peuvent arriver à un principe de traitement spatial et différentiel. Et en fait, je ne sais pas exactement ce que sera l'avenir sur ce point-là. Mais c'est très important. Et je pense que vous pouvez nous aider là-dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se faire du souci pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que nos économies seront moins pires. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles nos économies se trouvent aujourd'hui, si on fait la zone de libre-échange continentale, elles se porteront mieux que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune spécialisation. Nous sommes juste des fournisseurs de matières premières pour les industries extérieures. Quand vous faites la zone de libre-échange, vous allez, la théorie de David Ricardo sur les avantages comparatifs, nous devons travailler sur les politiques régionales communes, de sorte à ce que tous les pays ne se mettent pas à faire la même chose. Parce qu'il y a une multitude de besoins de produits. Donc, au lieu de produire de la tomate sur les 8 pays de l'UEMOA, on peut dire vous produisez de la tomate. Vous avez des industries peut-être au Bénin qui peuvent transformer, mais vous faites du poulet. Voilà, des choses comme ça, où il y a des avantages comparatifs. Et ces avantages sont déjà dessinés. Okay, quand vous prenez le nord de l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus l'élevage, la viande. Vers le sud, vous avez les produits agricoles. Donc, moi je pense que ce n'est même pas un problème de penser qu'aujourd'hui, le fait d'ouvrir les marchés africains aux Africains va rendre les économies plus fragiles. Au contraire, parce qu'il y a les effets d'entraînement. Parce que quand vous avez un pays qui est à côté, qui a une industrialisation qui avance, qui est galopante, vous avez très vite le transfert de technologie. Parce que vous avez des industries, des petites industries à côté qui traversent la frontière et qui peuvent travailler avec les autres. Que de dire que nous allons chercher des industries australiennes ou américaines qui vont venir transférer leur technologie depuis leur pays jusqu'à chez nous, ça reste quand même assez difficile à faire. Revenons sur la théorie de l'avantage comparatif. Cette théorie-là qui, bien sûr, comme toutes les théories, nous présente un cadre idyllique, peut-être parfait, suppose que bien sûr les pays s'orientent vers ce qu'elles savent le mieux faire. Mais le problème c'est que depuis ces dernières années, les pays ont construit leur expertise dans les mêmes domaines. Donc comment est-ce qu'on va faire cet arbitrage pour dire ou pour orienter un pays dans un domaine et pas dans l'autre? Et surtout, on s'est tous spécialisés au même niveau de la chaîne de valeur. C'est-à-dire au niveau la plus basique de la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette... C'est le cas parce qu'il n'y a pas de zone de libre-échange. Parce que nous avons continué par avoir les mêmes clients, c'est-à-dire c'est les industries extérieures. Mais quand nous allons commencer par densifier le commerce entre nous, les avantages comparatifs vont se dessiner beaucoup plus. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous sommes obligés, aujourd'hui nous sommes vraiment obligés d'aller vers là. C'est la porte de sortie pour l'Afrique aujourd'hui de créer une zone de libre-échange parce que vous allez voir tout de suite que nous allons être plus précis dans ce que nous appelons avantages comparatifs. Aujourd'hui, vous voyez quand même des choses, mais même pas une petite transformation. Les produits partent directement comme ça. Moi, je pensais même dans le cadre de l'Union africaine de dire pourquoi ne pas faire une loi qui oblige les pays à avoir un premier niveau de transformation de leurs produits avant l'exportation. Alors, revenons là-dessus. Je suis sûre que tous les pays veulent transformer au niveau local. Qu'est-ce qui manque? Les fonds, les infrastructures, les investissements. Maintenant, on a la volonté politique. Et la volonté politique. Oui, bien sûr. On va mettre la volonté politique aussi. La raison pour laquelle je parlais des fonds, surtout, on a parlé tantôt de la possibilité d'avoir
finalement un fonds de développement qui pourrait aider un peu certains de ces pays les moins avancés à rattraper peut-être le retard. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou quelque chose que l'on voudrait finalement voir s'établir? Madame, il y a déjà beaucoup de fonds de développement. Lui, c'est un expert financier, pour vous dire. Hein. Chaque pays a souvent une banque nationale de développement. Il y a la Banque africaine de développement. Il y a les banques régionales de développement, toutes les communautés régionales. Hein. Donc les fonds de développement, on en trouve. Et il y a de nouveaux fonds internationaux. Il y a les institutions financières internationales qui ajoutent encore un héritage. Les fonds de développement existent. Ce que beaucoup recherchent aujourd'hui, souvent, c'est des fonds spéciaux par ministère. Cela n'est pas toujours C'est pas possible. Il faut savoir gérer les moyens que nous avons de manière rationnelle. Je pense que c'est cela. Je pense que nous avons besoin souvent d'une meilleure gestion de ce que nous avons. Des fonds existants, exactement. Formes de gestion. Vous connaissez le tonneau des Danaïdes, hein, parfois on ne fait que remplir et c'est un tonneau sans... Et ça y est, ça voilà, sort. Voilà, c'est ça. Il y a un problème de gestion, de gouvernance. C'est vrai, je suis d'accord avec ça aussi. Mais si on peut revenir sur ces questions des entreprises petites et moyennes, parce que et je suis d'accord avec vous que c'est une question de gestion, parce que les règles et le cadre du financement, très souvent, vont vers les entreprises très grandes et puis les moyens de financer les entreprises plus petites, ça c'est quelque chose où il faut améliorer. Alors, absolument. Oui, comme ça, peut-être c'est une question, c'est pas une question vraiment de si les fonds existent ou pas, mais comment ils sont... Absolument. Comment ils sont réorganisés. Oui, je peux même l'illustrer de manière pragmatique. C'est-à-dire que je prends le Togo, le secteur financier que je connais le mieux. Vous avez 5 grandes entreprises qui concentrent 80% des crédits. Okay. Et 20% des crédits, c'est pour les... Voilà. 95. Et vous avez la plupart de ces crédits qui sont concentrés sur les entreprises qui font du commerce, achat-vente. Qui vont acheter en Chine et viennent. Quand tu veux développer une industrie, une société de, je sais pas, de fabrication... Production on ne te donne pas de l'argent. C'est ça, c'est pour ça. Pourquoi nos zones sont très surliquides. Donc tout ça, c'est le professeur l'a dit, c'est une question de réorientation de la volonté politique. En se disant, aujourd'hui, nous devons avoir une nouvelle génération de stratégies qui concentre, qui révèle les capacités de nos pays, en se disant que les ressources doivent être concentrées sur les potentiels qui ont de forts taux d'employabilité, sur la question des infrastructures qui desserrent les pays, les zones enclavées, les zones de production agricole très fortes. Et ça, nous pouvons le faire. Mais pour le faire, il faut pouvoir sensibiliser, il faut pouvoir s'entendre, il faut pouvoir légitimer les institutions régionales et continentales. Parce que c'est ça aussi, la question de la CEDEAO, la question de la CEMAC, la question de la BCAO, de la BOAD, toutes ces institutions doivent être en intelligence avec cette stratégie. Ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'il y a fort à faire dans la compréhension de cette dynamique que dans la recherche des ressources et des capitaux extérieurs. Pour faire ce genre pour réaliser ce genre de vision. Revenons sur la question des PME. On a bien sûr ces opportunités de financement, ces banques, etc. La question aussi de l'information. Est-ce que ces acteurs, qui sont des acteurs, disons, microéconomiques, est-ce qu'ils ont accès en réalité, d'accord? C'est ouvert pour eux. Est-ce qu'ils ont l'information? Et quel est l'accès qu'ils ont à ces niveaux de financement qui sont à une plus grande échelle? Oui, mais je crois que c'est un grand problème, et mes collègues le trouvent aussi, mais l'accès du crédit, je crois que c'est très d'abord pour les entreprises petites, mais aussi il y a la question des PMA et c'est toujours une question de c'est quoi les règles qui viennent avec le financement. Parce que oui, le financement existe, mais c'est quoi le cadre, c'est quoi les règles. Là, le jeu est là. Vraiment, je crois qu'il y a besoin d'améliorer la capacité là-dessus aussi. Revenons sur cette question. Et
non seulement les acteurs micros, Oui. mais aussi les femmes. Surtout, on a parlé de l'accès au financement pour les femmes, qui est encore pire. Et pourtant, les femmes sont la majorité des petites et moyennes entreprises. Donc, qu'est-ce que vous faites pour leur ouvrir cette... En fait, c'est que l'Afrique a envie de manger des œufs, mais ne veut pas casser. Elle veut manger l'omelette, mais ne veut pas casser les œufs. Moi, je ne vois pas d'économie dans le monde qui n'a pas eu une phase transitoire où ils ont injecté tellement de l'argent dans l'économie, où l'économie a été tellement surliquide. Je prends le plan Marshall après la guerre de 1945 en Europe. Il y a eu le plan Marshall. Et c'est ça qui a reconstruit l'Europe. Mais pourquoi nous, à chaque fois qu'on a un taux d'endettement de 70-80%, vous avez le FMI derrière qui vous dit non, il faut que vous restructurez votre dette, il faut que vous... Non. Aujourd'hui, les ressources que l'Afrique a peuvent permettre à l'Afrique de lever les financements nécessaires pour construire son économie. Et ça, nous devons être francs sur ces questions. Et moi, je prends la zone la zone UEMOA que je connais bien sur la question du franc CFA. Nous avons des réserves. On est dans une gestion prudentielle. Et qui fait que finalement, on a une zone sur le plan financier très calée. On respecte tous les règlements, les critères de convergence au niveau de l'UEMOA. Nous sommes champions dedans. Mais en même temps, vous avez une pauvreté criarde. Vous avez des emplois qui ne sont pas créés. Moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut pouvoir déboulonner un certain nombre de choses en disant, nous pouvons, une fois que si nous voulons vraiment être émergents, si nous voulons construire nos économies de manière assez volontariste, nous sommes obligés de donner du crédit à ces femmes-là. Nous sommes obligés même si à un moment donné, il y a des arriérés de paiement, vous mettez en place des stratégies pour que la deuxième fois qu'ils prennent le crédit, ils ne fassent pas la même chose. Et surtout qu'on on parle souvent de crédits qui sont non productifs ou des crédits qui finalement ne sont pas remboursés, etc. et qui créent en fait davantage de barrières pour ces femmes pour avoir le crédit. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on peut mieux permettre l'accès finalement à Non, vous avez évoqué l'une des pistes très importantes, c'est l'information. L'information ne circule pas suffisamment dans le soutien qui est accordé aux petites et moyennes entreprises. Autant les entreprises petites et moyennes qui sont immatriculées, qui ont une petite surface, peuvent être visibles, peuvent être touchées, autant la toute petite entreprise de la maman qui vend les beignets, n'est-ce pas, et pourtant qui fait vivre une famille, hein. Vous parlez des femmes, mais cette petite entreprise-là n'est pas visible et l'information ne lui parvient pas. Pourtant, il suffit de peu de moyens pour permettre à ces entreprises-là, entre guillemets, de pouvoir se développer. Donc je pense effectivement qu'un effort important doit être fait dans l'information et dans l'accompagnement, n'est-ce pas, de ces petites entreprises-là. Vous savez, on a tous connu autour de nous des très grands hommes d'affaires qui ont commencé par vendre 2 ou 3 biscuits et puis ça s'est développé. Hein. Et parfois, ils ont eu un financement communautaire, hein. Les petites tontines, hein, n'est-ce pas, qui ont permis de se développer et l'État n'y est pour rien. Or, ce que nous voulons, c'est que l'État ait quand même un regard protecteur vers ces opérateurs-là de manière à les pousser vers le haut. Donc, l'information est essentiel. Mais il faut aussi dire que le taux de crédit, l'accès au crédit est très élevé encore dans nos économies. Quand on voit combien on demande en termes de remboursement à nos opérateurs économiques, c'est souvent dissuasif. Il vaudrait mieux aller emprunter l'argent chez les voisins que d'aller à la banque, hein, on le sait. Et pour ceux qui veulent aller à la banque, parfois, les garanties sollicitées sont vraiment dissuasives également. Rédhibitoire. Parfois, on va vous demander, n'est-ce pas, un cautionnement ou, n'est-ce pas, telle ou telle garantie à un terrain. Et quand on n'en a pas, on ne peut pas avoir de garantie. Et je dois reconnaître aussi que le droit au HADA, qui est un droit en construction, n'a pas brillé de ce côté-là. Vous savez, le cautionnement dans le droit des grandes nations n'est solidaire que s'il est stipulé. C'est-à-dire que si je vous aide à obtenir un crédit, madame, je ne serai solidaire de vous que si j'ai signé la solidarité. Or, dans nos sociétés, à partir du moment où on est caution, on est automatiquement solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, le mari, je vais prendre un crédit, ça va dire à mes épouses, n'est-ce pas, que je voudrais un crédit de tel montant. Si j'ai 4 femmes, excusez-moi, je ne suis pas polygame, mais je veux dire, on connaît les sociétés polygames. Si je dis à mes femmes de venir
m'aider à donner une garantie, toutes sont automatiquement solidaires, même si on ne l'a pas signé. Ce qui fait qu'il y a eu des sociétés où le mari a entraîné la ruine de toutes ces femmes, alors qu'elles faisaient le commerce d'épargne, le commerce de machin, vous voyez, des choses. Donc, il faut que lorsque nous construisons les normes juridiques de nos pays, on puisse les rendre en adéquation avec nos sociologies, ne pas tout importer, vous voyez. Donc, il faut réguler les taux de crédit, il faut faire attention aux garanties que l'on exige, il faut mieux protéger, mieux informer nos petites sociétés. Je pense que là, on est efficace. Donc merci à vous, professeur Martin Ndende, pour avoir pris le temps d'être avec nous. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Vous savez, le secteur de l'économie bleue qui marche très bien au Togo maintenant est un secteur d'avenir, mais on a dit l'essentiel. C'est le sujet pour une prochaine Image de l'Afrique. Merci, professeur Chantal Thomas. Merci à vous. Merci. Et merci, monsieur Stéphane Akaya. Merci. Et surtout, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur l'Image de l'Afrique. Et n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires et questions sur #Image de l'Afrique. Merci à vous tous et à très bientôt.